Jérôme Cahuzac, le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, et surtout en ce moment Monsieur Finance, Monsieur Finances publiques, Monsieur Fiscalité et Budget de François Hollande, est l'invité de cette émission de Preuve par Trois. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. La première réforme que le candidat socialiste lancera s'il est élu, c'est la réforme de la fiscalité, d'où l'importance évidemment des réponses que vous allez apporter ce soir à nos questions. Jérôme Cahuzac, elles sont très nombreuses, avec dans un instant Hervé Asquin de l'agence France Presse et puis Perrine Tarnot de Public Sénat. D'abord, bien sûr, la sécurité. Évidemment, elle fait un retour en force dans la campagne, mais elle n'est pas la priorité des Français. Selon BVA, le pouvoir d'achat, la croissance, l'emploi, bien sûr, la dette également, les impôts, l'école arrive loin devant. Est-ce de nature à rassurer le camp hollandais? Car on le sait, il le dit lui-même d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, la sécurité, c'est mon sujet, c'est mes marqueurs. C'était son sujet, il s'agissait probablement de ses marqueurs, mais force est de constater que s'il avait pu rencontrer auprès des Français un certain succès entre 2002 et 2007, depuis qu'il est président de la République, sur ce sujet de la sécurité, Nicolas Sarkozy a déçu. Et il a déçu parce que chacun a conscience pour lui-même ou pour le quartier dans lequel il vit de ce que nous savons de l'évolution de la délinquance en France. Ce quinquennat aura été un échec si l'on en juge par l'augmentation des agressions aux personnes, l'aggravation des escroqueries, notamment au détriment des personnes âgées. Sur ces sujets-là, le président de la République a échoué. Bon, vous nous affirmez ce soir que la gauche est sortie de son angélisme sur ces sujets-là. On est vraiment sûr? Vous êtes tous sur la même ligne? Ça fait bien longtemps que la gauche est sortie de l'angélisme en la matière. Et si vous en doutez, je vous engage à aller voir ce qui se passe dans les villes qui sont dirigées par des maires socialistes. Et vous verrez que la sécurité dans ces municipalités est une politique prioritaire et pour laquelle les élus socialistes font preuve d'une très grande fermeté. En tous les cas, si François Hollande est élu, il y aura des renforts de policiers, de gendarmes, il y aura des renforts également dans l'administration de la justice. Ça a été chiffré. Hein. C'est un sujet très important, car depuis 2007, il y a 12 000 policiers et gendarmes de moins sur le terrain. Et nous avons donc un président de la République qui prétendait faire de la sécurité sa priorité, mais qui, au service de cette priorité, ne trouvait rien d'autre de mieux à faire que de diminuer les moyens humains. Sans policiers, sans gendarmes sur le terrain, on n'a pas de bonne politique de sécurité. Donc vous en promettez 1000 de plus par an. Tout à fait. Alors vous avez chiffré, vous, cette mesure. D'autant qu'il faudrait peut-être aller plus loin encore en raison de ces inquiétudes nouvelles, peut-être. Le programme de François Hollande indique clairement ce qu'il en est. Il y a 2 milliards et 100 millions de francs prévus pour des emplois supplémentaires dans l'éducation nationale, dans la police, dans la gendarmerie et dans la justice. Et ces mesures-là sont clairement financées dans le programme de François Hollande. 2,5 milliards d'euros. 2 milliards 100 millions d'euros. Ces mesures-là sont clairement chiffrées dans le programme de François Hollande. C'est d'ailleurs le seul des candidats qui, à ce jour, se présente au suffrage des Français et qui a publié un programme avec à la fois des dépenses et des recettes, les deux étant chiffrés, et d'ailleurs les deux ayant été évalués par des organismes indépendants qui ont donné quitus à François Hollande pour la qualité des chiffres. On y reviendra évidemment. Il y a toujours débat sur les chiffres qui sont avancés, vous le savez, Jérôme Cahuzac. Il y a eu peu de débat sur ce sujet-là, et pour y avoir répondu avec ceux qui avaient chiffré ces projets et ces recettes, je considère qu'il y a peu de débat, dès lors que l'on considère qu'à plus de 90%, les chiffres donnés par François Hollande ont été validés par des organismes indépendants. Et vous citez l'Institut Montaigne, avec lequel vous avez débattu, même polémiqué, mais qui reconnaît effectivement que vous mettez tout sur la table, même si la règle, vous le savez... Il y a eu un débat intéressant sur des chiffres techniques. Bon, d'accord, on ne va pas entrer dans les détails, c'est un peu compliqué. La tendance, c'est souvent de surévaluer les recettes et de sous-évaluer les dépenses, vous le savez, et vous êtes là pour surveiller peut-être. On est validé par cet institut indépendant qui n'est pas particulièrement proche ni du Parti Socialiste ni du François Hollande, il est d'ailleurs probablement proche de personne, en tout cas certainement pas de nous. Plutôt libéral en tous les cas. Et cet institut a validé à plus de 90% les chiffres que nous avons pu donner. Je reviens sur les questions de sécurité, et notamment sur l'après-Toulouse et Montauban. Est-ce que vous partagez l'indignation de Nicolas Sarkozy qui s'exprime sur différents points? D'abord, à l'encontre de ceux qui ont critiqué les forces de l'ordre et puis l'action des services de renseignement. Et là, c'est le PS qui est directement visé. Je n'ai pas eu le sentiment que mes amis, en tout cas François Hollande, critiquaient ni les policiers du RAID, je crois qu'il leur a même rendu hommage,
Et il y avait là une forme de justice à leur rendre hommage, car le RAID a été créé par un ministre de l'Intérieur socialiste, il s'agissait de Pierre Joxe. Et puis, il m'a plutôt semblé que certains amis de Nicolas Sarkozy faisaient reproche à François Hollande de ne pas avoir voté un certain nombre de lois sur la sécurité intérieure présentées à l'occasion de ce quinquennat. Il se trouve que si le fou meurtrier a pu être identifié, c'est grâce à une loi du 31 octobre 2001, une loi votée sous l'empire du gouvernement de Lionel Jospin et par une majorité à laquelle j'appartenais, une loi que d'ailleurs le député Nicolas Sarkozy n'avait pas votée. Qui vous répond, oui, mais la vraie loi, ça a été l'adaptation de 2003, c'est celle-là qui a permis l'arrestation, autre querelle de campagne. Bref, tout le monde y a mis du sien pour doter les forces de police et surtout la justice des moyens permettant à tous d'enquêter pour identifier et neutraliser le plus vite possible ce genre d'individu. Et plutôt que de se renvoyer la balle, il a fait ça, il n'a pas fait ça, convenons qu'en la matière, chacun a pu contribuer intelligemment à ce que et la justice et la police aient les moyens pour enquêter et neutraliser des individus de cette nature. François Rebsamen, le président du groupe socialiste au Sénat, parle d'un fiasco dans cette opération. Est-ce que vous reprenez ce mot? Est-ce que vous dénoncez des failles? La question n'est pas de savoir s'il y a eu fiasco ou pas. Il est probable, en tout cas on peut l'espérer, que la justice fera toute la lumière sur celles et ceux qui ont pu aider cet individu à commettre ces actes insensés qui ont blessé la nation. Et là est l'essentiel. Maintenant, j'aimerais que la justice fasse son travail comme il se doit, sans interférence politique, même si je comprends bien que ces interférences seront difficiles à éviter de la part d'un pouvoir en place qui se soumet au jugement des Français. Mais de la part des accusateurs aussi, qu'on trouve dans les rangs des parlementaires socialistes, alors. Quels accusateurs? À propos de quelles accusations? Sur les soupçons, sur les failles, le fiasco donc de cette opération. Non, y a-t-il des arrière-pensées politiques? Je n'ai pas le même sentiment que vous. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que la justice doit maintenant travailler le plus sereinement possible. Mais comme vous l'avez fait vous-même remarquer, ce sujet est essentiel car il a blessé la nation. Mais ces sujets sécuritaires qui ont pu être au premier plan, peut-être en 2007, certainement en 2002, ne sont plus au premier plan car nos concitoyens ont le sentiment que ce thème-là fut exploité de manière peut-être abusive, outrancière, malhonnête vraisemblablement, par certains, qu'en vérité, tous les républicains sont d'accord pour convenir que la sécurité, c'est une des premières libertés que nous devons garantir à nos concitoyens, et qu'une fois qu'en réalité nous sommes d'accord sur ce sujet, ce qui compte, c'est la croissance, le chômage, le pouvoir d'achat, l'apurement de la dette, la place de la France dans le monde. Ce sont ces sujets-là sur lesquels, me semble-t-il, nos concitoyens auront à choisir le futur chef de l'État. Je reviens sur une autre indignation exprimée aujourd'hui par le président candidat à l'Élysée, qui a reçu donc les forces de l'ordre qui ont participé à cette opération à Toulouse, sur l'éventuelle diffusion des vidéos. Bon, finalement, la chaîne Al Jazeera ne va pas les diffuser. Et puis également sur la requête éventuelle du père du tueur qui voulait porter plainte contre la France. Là, il y a évidemment une indignation collective et consensuelle. Oui, il n'y a pas de débat entre les uns et les autres sur ce sujet. Nous formons tous des vœux pour que cette vidéo morbide et malsaine ne soit jamais publiée. Ces images-là sont infiniment détestables. Pensons à la peine des familles. Voir ces images-là serait insoutenable, insupportable. Quant aux intentions du père, peut-être aurait-il dû s'occuper de son fils un peu plus tôt et éviter d'en parler aujourd'hui. Comme l'a dit François Hollande, il a perdu une occasion de se taire, cet homme-là. Nicolas Sarkozy et François Hollande sont au coude à coude dans les sondages au premier tour. François Hollande conserve une confortable avance pour le second. Jérôme Cahuzac, l'un des phénomènes, c'est quand même la montée en puissance de Jean-Luc Mélenchon, qui apparaît comme le troisième homme. Est-ce que ça vous inquiète? Dites-moi franchement. Ça n'est ni inquiétant ni surprenant. Et en tout cas, ça n'est pas surprenant. C'est une meilleure campagne que votre candidat? Il fait une campagne qui correspond à son style. Jean-Luc Mélenchon, souvenez-vous, c'était le bruit et la tempête, le fracas et la fureur. Bien. Jean-Luc Mélenchon canalise des colères qui sont très vives aujourd'hui chez nos concitoyens, qui n'en peuvent plus de souffrances économiques et sociales. Il canalise ces colères par un verbe qui est très haut et très fort. Pas seulement, il veut peser sur le candidat Hollande, il veut gauchir son programme. C'est son droit. C'est son droit. Qu'est-ce que vous allez faire? Répondre, par exemple? François Hollande a clairement dit ce qu'il en était. Il a clairement indiqué qu'une fois que le premier tour était passé, il fallait choisir entre l'un et l'autre encore présent au second tour, et que naturellement lui attendait à ce que, par exemple, Jean-Luc Mélenchon et ses amis
soutienne sa candidature dès lors qu'il serait au deuxième tour, et dès lors que l'on soutient la candidature de François Hollande, on approuve naturellement son programme. Il y a des conditions, oralement. Non, pardonnez-moi. Ce qui compte en la matière, c'est la parole du candidat François Hollande. Et celle de Jean-Luc Mélenchon, et l'éventuel troisième homme, qui dit, regardez, moi je crée 14 nouvelles tranches d'imposition pour une plus grande progressivité de l'impôt. Vous proposez une seule tranche supplémentaire. Alors là, il y a un débat, et manifestement, c'est un point essentiel à la fois pour Jean-Luc Mélenchon et pour le Parti communiste. J'ignorais que la fiscalité fût un point essentiel pour Jean-Luc Mélenchon, mais... en tous les cas, Pierre Laurent l'a répété ce matin même. C'est quelque chose d'intéressant. Quoi qu'il en soit, si Jean-Luc Mélenchon est au second tour celui qui doit affronter Nicolas Sarkozy, il sera normal que ceux qui veulent la défaite de Nicolas Sarkozy se rallient à Jean-Luc Mélenchon. Oui. Et Jean-Luc Mélenchon n'aura pas à négocier quoi que ce soit avec quiconque, et au demeurant, on lui demanderait de négocier son programme, qu'il le refuserait. Eh bien, François Hollande est dans la même position, et il a clairement indiqué que si c'est lui qui est au deuxième tour face à Nicolas Sarkozy, ce que je crois, il demandera aux uns et aux autres de se prononcer sur sa candidature et sur son programme, et la majorité présidentielle se constitue à ce moment-là par le soutien à un candidat et par l'adoption d'un programme. C'est très clair, hein, c'est une fin de non-recevoir. En démocratie, et en tout cas dans la pratique de la Ve République et de l'élection présidentielle, on ne négocie pas sur un bout de table ou sur un coin de cuisine les choses entre les deux tours de l'élection présidentielle. Ça ne s'est jamais fait de la sorte. Et je ne crois pas que cela se fera ainsi dans un mois. Voilà, le message sera sans doute reçu 5 sur 5, Jérôme Cahuzac. Mais la réciprocité, nous l'acceptons a priori. Bien sûr, mais vous pariez évidemment sur l'hypothèse de la présence de François Hollande au second tour. Naturellement, vous avez été très surpris. Comme Jean-Luc Mélenchon parie sur sa présence à lui. C'est ce qu'il dit, de plus en plus. Et d'ailleurs, je ne demande pas à Jean-Luc Mélenchon de négocier quoi que ce soit avec quiconque du Parti Socialiste si d'aventure c'est lui qui était présent au deuxième tour. Donc dès lors que l'on accepte la même règle pour tout le monde, je ne vois pas ce qu'il y aurait de choquant là. Vous aviez été très surpris il y a quelque temps par l'annonce surprise évidemment de François Hollande de taxer à 75% les revenus au-delà de 1 million d'euros. Il paraît que François Hollande prépare une nouvelle mesure choc. Là vous êtes au courant, vous n'allez pas être pris de vitesse. Seule la parole du candidat compte et je vous engage à un peu de patience. Patience. Mais il y a une mesure dans les cartons qui va sortir. Bon, on va y revenir avec Hervé Asquin de l'agence France Presse dans un instant qui va reprendre toutes ces questions fiscales. Mais d'abord avec Jérôme Rabier, on voit justement la promesse budgétaire du candidat socialiste, délicate affaire d'équilibre. Difficile en période d'austérité de pouvoir réenchanter le rêve français. En chiffrant très tôt ces 60 mesures, François Hollande prend le risque de se faire critiquer. 45 milliards de recettes fiscales pour 20 milliards de dépenses nouvelles, c'est l'objectif affiché. Mais pas facile de ne pas en rajouter en période électorale, et l'Institut de l'entreprise proche du patronat s'est chargé de chiffrer les nouvelles mesures annoncées par François Hollande début mars. Ça a commencé lundi 5 mars par un discours sur l'enseignement supérieur. Il y a eu des annonces faites pour la journée de la femme, des annonces faites aussi sur le secteur associatif. Et puis, la semaine s'est terminée par une émission sur Capital, sur M6, avec des propositions sur le pouvoir d'achat. Je passe le détail de ces mesures qui sont nombreuses, mais on arrive à un total entre 3 et 5,3 milliards d'euros. 3 à 5 milliards qui viennent s'ajouter aux dépenses déjà annoncées. Pourtant, François Hollande est plutôt jugé crédible après avoir travaillé depuis 2 ans sur les questions de fiscalité. L'Institut Montaigne, plutôt libéral, juge même ses dépenses budgétaires et fiscales équilibrées. Même si sur les rentrées fiscales, il manque pour l'Institut 4 à 5 milliards d'euros à trouver, on salue l'effort du candidat socialiste. Vous avez des programmes très détaillés aussi chez d'autres candidats, mais qui sont moins précis dans la faisabilité ou non économique, dans les conditions de réussite économique. Ensuite, on ne tombe pas sur les mêmes chiffres qu'eux, mais je crois que ça aussi, ça fait partie de la marge d'interprétation, de la marge d'erreur, et puis peut-être de la différence d'appréciation sur les mesures. Tiraillé entre le côté social-démocrate gestionnaire et une aile gauche plus utopiste, le candidat socialiste joue sur les questions économiques et budgétaires sa crédibilité. Pour Terra Nova, fondation proche du Parti socialiste, le subtil équilibre est trouvé. D'un côté, il faut donner une vision de long terme et un projet qui réenchante la politique. Et de l'autre, il faut pouvoir tenir le réalisme, la crédibilité, parce que quand vous êtes à la tête d'un pays, c'est des vraies manettes que vous gérez. Avec de nouvelles recettes supérieures aux dépenses annoncées, le candidat socialiste promet de revenir à l'équilibre budgétaire en 2017. Presque un vœu d'abstinence pour un parti socialiste souvent taxé d'être trop dépensier.
Voilà, Hervé Asquin de l'agence France Presse nous a rejoint. Jérôme Cahuzac, bonsoir Hervé. Bonsoir Michel, bonsoir Bonsoir. Jérôme Cahuzac. Première question. Merci. Et pour une première question justement sur l'équilibre budgétaire de votre projet, il y a de nouvelles mesures qui arrivent à rythme soutenu. Par exemple, la petite enfance ou la numérisation de la France, 100% de réseau numérique à travers la France. Tout ça, ça a un coût. Ça fait 5-6 milliards. Vous êtes à l'aise avec ça? C'est 3 à 5 milliards. Ces coûts supplémentaires sont de l'ordre de 3 à 5 milliards. Je vous rappelle que le budget du pays chaque année, utile, hors prélèvement sur recettes, c'est 270 milliards d'euros. Est-ce qu'on est capable de dégager entre 1 et 1,5% du budget utile du pays pour financer ce type de projet? Il me semble que poser la question, c'est évidemment y répondre. Nous ne sommes pas dans le cas d'espèce. Dans la situation d'autres candidats, je pense au candidat sortant, qui lui annonce des mesures beaucoup plus onéreuses, sans jamais avoir indiqué ni comment il les financerait, ni surtout comment il rétablirait l'équilibre des finances publiques, sauf pour énoncer un certain nombre d'affirmations péremptoires, mais non étayées. Bon, mais on vient de l'entendre quand même. L'Institut Montaigne dit qu'il manque grosso modo 4 milliards de recettes fiscales. C'est votre avis aussi. Je crois que vous avez travaillé assez étroitement avec eux, donc vous connaissez leurs arguments. On a travaillé en totale transparence. Ils ont émis une première critique à laquelle j'ai répondu. Ils m'ont donné acte pour la moitié des recettes que moi j'estimais qu'ils oubliaient. Et je pense qu'un jour, ils me donneront acte pour la deuxième moitié, tant il est vrai que ça n'est plus un écart de 4 à 6 milliards d'euros qui nous sépare, mais un écart de 2 à 3. Et sur ces 2 à 3, je pense qu'ils conviendront assez vite qu'en réalité, cet écart-là n'existe plus avec les indications que j'ai pu leur donner. Donc en fait, et pour la première fois, un programme est précis, il est chiffré, et ce chiffrage est validé par un institut indépendant à plus de 95%. François Hollande est le seul candidat. Oui, enfin, vous avez dit 90% tout à l'heure. On est bien autour de, on est bien autour de 10% de marge d'erreur. C'était à 90% avant que je donne les précisions dont je viens de vous parler. C'est désormais à plus de 95%. Et je maintiens que François Hollande, dans la compétition qui nous occupe, est le seul candidat qui a élaboré un programme aussi précis, chiffré de manière aussi rigoureuse, et dont les chiffres ont été validés, je le répète, à près de 95% par un organisme indépendant. On attend que les autres candidats fassent preuve de la même rigueur, mais je crains que l'on attende un peu longtemps. Bon, le plafonnement du quotient familial, c'était un souvenir un peu délicat pour le PS. Ça ne s'est pas passé très bien. Est-ce que maintenant vous êtes sûr de vous sur la manière de procéder Les choses ont été écrites. Aujourd'hui, le plafond du quotient familial, c'est 2 336 €. Vous le savez, ce plafond, François Hollande propose de l'abaisser non pas à tel ou tel chiffre comme annoncé, mais à 2 000 €. Cela veut dire que pour une enveloppe, celle du quotient familial, de 13 milliards d'euros par an, on en distrait 400 à 450 millions pour améliorer le montant de l'allocation de rentrée scolaire, c'est-à-dire l'allocation qui bénéficie via des enfants aux foyers les plus modestes de notre pays. Prétendre, comme le fait le candidat Sarkozy, qu'en distrayant 400 à 450 millions d'euros d'une enveloppe de 13 milliards, on supprime celle-ci, démontre, s'il en était besoin, que le candidat sortant est trop souvent dans l'outrance que dans le jugement objectif. François Chérec, ce matin, dit dans les colonnes du Figaro, il faut forfaitiser ce quotient familial. Vous voulez plafonner. Est-ce que c'est une bonne idée, ce forfait? La proposition de François Hollande est d'abaisser le plafond de 2 336 à 2 000 €. C'est ça donc que nous ferons. Prétendre que le quotient familial est supprimé au nom de cette mesure, encore une fois, c'est un jugement outrancier, peu surprenant chez le candidat sortant, mais néanmoins outrancier. Et renforcer l'allocation d'entrée scolaire me paraît une nécessité à un moment où le pouvoir d'achat connaît l'évolution que l'on sait, défavorable, surtout pour les foyers les plus modestes de notre pays. Enfin, on est très loin quand même des 1 700 € de SMIC proposés par Jean-Luc Mélenchon. Là, vous vous faites grignoter un petit peu par votre gauche. Est-ce que vous avez une réponse à apporter à ceux qui seraient tentés de voter pour Jean-Luc Mélenchon? C'est quand même ça maintenant l'enjeu. 1 700 €, vous connaissez le SMIC aujourd'hui, combien? Vous le savez très bien. Non, je vous pose la question. En net et en mensuel, c'est 1 390 € par mois. C'est parfait. Je vous remercie. Je vous fais grâce des 8 euros. Brut. Alors, sur le plan de 1 700, qu'est-ce que vous en dites? C'est-à-dire 9,22 € l'heure en brut, puisque comme vous le savez, le SMIC est un salaire horaire.
il n'est pas un salaire mensuel. Donc en fait, le vrai chiffre du SMIC, c'est 9,22 € brut. Bon, l'heure. alors, c'est pas Parfait. un quiz sur les chiffres de l'économie, mais quand... J'ai senti que M. Hervé Asquin oui, il a était été tenté par cet satisfait. Ben, exercice. il vous donne, comme l'Institut Montaigne, la mention parfaite, ou presque très bien. Je vous remercie de votre indulgence. Alors, néanmoins, votre question- dit 1700. Votre Qu'est-ce question que est vous dites, relative vous, au de ça programme de Jean-Luc Mélenchon. 1700. Jean-Luc Mélenchon appartenait au Parti Socialiste, il en est parti. Il a créé son propre parti politique, il est soutenu par le Parti communiste, qui n'est pas le Parti socialiste. Bref, nous avons le candidat d'autres partis que le Parti socialiste, qui propose d'autres choses que le candidat du Parti socialiste. C'est leur droit. Mais ça n'est pas parce que ce parti-là fait ses propositions que, inévitablement, ces propositions-là devraient devenir les nôtres. J'ai déjà répondu tout à l'heure pour vous indiquer, à vous, mais je le précise à Hervé Asquin, que le soir du premier tour, la majorité présidentielle doit se créer autour d'un candidat ou de l'autre. Jean-Luc Mélenchon et ses amis auront le choix, soit de soutenir Nicolas Sarkozy, ça me surprendrait, soit de soutenir François Hollande, je l'espère, soit de soutenir ni l'un ni l'autre, renvoyant les deux dos à dos. Je ne crois pas qu'il privilégiera cette hypothèse qui serait d'une certaine manière un non-choix. Je pense donc qu'il appellera à voter François Hollande, et je le souhaite ardemment. Et dès lors qu'il appelle à voter pour François Hollande, il accepte, qu'il le veuille ou non, le programme de François Hollande est un programme présidentiel. Au moment où se crée la majorité présidentielle, ce n'est pas une discussion qu'on a sur un coin de table, je te donne ceci, tu me lâches cela. C'est pas comme ça que ça se passe. Demain S'il est au gouvernement, il l'est pour une politique qui est définie par le chef de l'État et sous le contrôle d'une majorité parlementaire, celle qui sera sortie des urnes après les élections législatives. De ce point de vue, Jean-Luc Mélenchon a passé un accord, son parti a passé un accord avec le Parti socialiste pour que ses candidats disposent de quelques circonscriptions avec quelques espérances de gain, à eux de concrétiser ces espérances de gain dans le cadre d'une alliance bien comprise avec le Parti socialiste, mais au sein de la majorité présidentielle, qui sera celle de François Hollande et avec le programme de François Hollande. Oui, alors 25%, vous avez proposé pour revaloriser un petit peu le pouvoir d'achat des classes populaires, vous proposez 25% d'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire. Ça fait un peu pâle figure, si j'ose dire, aux côtés des 1700 € de Mélenchon quand même. Qu'est-ce que vous pensez de la somme d'abord Écoutez, le SMIC à cette somme-là si être à gauche est un concours à dépenser le plus, écoutez, je refuse de m'inscrire dans cette compétition-là, qui pour moi n'est pas le concours ni la compétition intéressante aujourd'hui. On parle plus du budget de l'État, mais là des entreprises et des salaires versés par les entreprises. Oui, vous avez parfaitement 1700 raison. €. Vous avez parfaitement raison. Ce que l'on sait, c'est que le taux de marge des entreprises est historiquement bas. Ce que l'on a constaté d'ailleurs, c'est que ces entreprises, en dépit de ce taux de marge très bas, avaient fait de l'investissement la variable d'ajustement pour continuer à verser les dividendes. Je pense que nous serons d'accord avec Jean-Luc Mélenchon pour éviter que ces politiques-là ne se reproduisent. En Allemagne, ce n'est pas le versement de dividendes qui a été privilégié, mais l'investissement. C'est plutôt cela qu'il faut s'efforcer d'obtenir des entreprises, car on sait bien que ces investissements-là, dès lors qu'ils seraient réalisés, permettraient les emplois demain. Bon, Donc nous avons avec Jean-Luc Mélenchon quelques différences. S'il n'y en avait aucune, il ne serait pas candidat. C'est aux Français de trancher à l'occasion du premier tour, et ce sera encore aux Français de choisir quelle majorité présidentielle ils veulent, conduite par quel futur chef de l'État. Et parmi ces Français qui auront à choisir, il y aura Jean-Luc Mélenchon, je le crois. À son sujet, c'est la deuxième fois dans cette émission que vous êtes très clair et très net, Jérôme Cahuzac. Alors, il y a quand même le calcul électoral. Hein, Jean-Luc Mélenchon progresse dans les intentions de vote au second tour, et ce qui baisse, eh bien, c'est le pourcentage de ses électeurs prêts à se reporter sur François Hollande. Ça doit vous interpeller quand même. Il y aura un discours à tenir à l'égard de ses électeurs, oui, en leur indiquant clairement que selon la règle, je crois, éprouvée de la Ve République et de l'élection présidentielle, au premier tour, on choisit, au deuxième, on élimine. Et aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, à ceux qui lui auraient fait confiance au premier tour, d'indiquer qui, au deuxième tour, il souhaite éliminer. C'est aussi simple que cela. Très bien. Alors, Jérôme Cahuzac, un autre grand sujet du quinquennat écoulé, qui sera peut-être aussi celui du début du prochain quinquennat, c'est celui du bouclier fiscal. Finalement, vous le rétablissez. Je n'ai pas ce sentiment-là, mais vous allez me préciser votre question. Bon, ça veut dire que pour les plus riches, 85%... Un plafonnement. Plafonnement. D'ailleurs, qu'est-ce que vous mettez dans les 85% Plafonnement, bouclier fiscal, on se dit, ça revient peu au même. Si le plafonnement qu'on appelait le plafonnement Rocard était la même chose que le bouclier fiscal qui fut le bouclier Villepin puis le bouclier Sarkozy, si les deux choses étaient identiques, pourquoi avoir gardé le plafonnement Rocard quand le bouclier Sarkozy fut instauré? Si les deux ont été conservés, ou plutôt si le premier a été conservé quand le premier
été instaurées, c'est que leurs finalités ne sont pas exactement les mêmes. D'abord, les montants ne sont pas les mêmes, et ensuite il y a une différence de fond entre les deux, c'est que le bouclier Sarkozy incluait les impôts locaux, ce que jamais le plafonnement Rocard n'a prévu de faire, Alors, ni même qu'est-ce que vous voulez faire J'ajoute que aujourd'hui? sur le fond, Oui. personne ne souhaite instaurer de prélèvement confiscatoire. Personne n'a jamais voulu. C'est anticonstitutionnel, confisquer, hein, de toute façon. On vous le rappellerait. Hein. Oui, enfin, encore que la jurisprudence à laquelle il est fait allusion Ouais. est susceptible de débats On juridiques dit que les passionnants, mais qu'on ne va pas 75% le avoir là. seraient. Les 75% le seraient, dit-on. Mais au-delà, je n'en suis pas certain, mais au-delà de cet argument juridique, non, je n'en suis franchement pas Ouais. certain. Bon, mais au contraire, il y a une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui indique qu'au regard de l'impôt sur la fortune, il n'y a pas de chiffre plafond au-delà duquel la mesure serait inconstitutionnelle. Mais au-delà de ce débat juridique qui est intéressant, mais qui n'est pas, selon moi, l'essentiel du débat. Il y a un débat de nature politique qu'il faut savoir assumer. Nous sommes en économie de marché. Et vouloir instaurer des prélèvements confiscatoires est totalement antinomique avec l'économie de marché dans laquelle nous sommes, car cela reviendrait à plafonner ou vouloir limiter a priori l'activité ou l'initiative économique. Et ça n'est absolument pas ce qu'il faut faire. Donc il est normal qu'il n'y ait pas de prélèvement confiscatoire. En revanche, il est normal que certaines rémunérations excessives soient désormais dissuadées. Vous avez vu comme moi la nouvelle qui est tombée ce matin. Le patron de Publicis percevra cette année plus de 22 millions d'euros. 22 millions d'euros. C'est le patron d'une association. Pour vous, si vous venez au pouvoir, 75% pour Enfin, c'est d'abord une bonne 75% pour l'État aux C'est d'abord une bonne nouvelle pour lui. Mais ça C'est montre 15 millions d'euros de rémunération Non, différée. on va tout dit-on. compter. Ah, tout compte. On va tout compter. C'est-à-dire, on va compter les 16 millions D'accord. d'euros de bonus différés, on va compter sa rémunération, on va compter la retraite qu'il touche, on va compter D'accord. les autres rémunérations accessoires. Le total fait 22,3 Donc millions votre d'euros jugement d'abord, qu'il j'ai toucherait envie de dire, cette année. Votre jugement moral, j'ai envie de dire Non, d'abord. Quand non, même, c'est non, bien. je une ne suis pas question là pour qui se faire de pose. la morale, simplement pour indiquer Quoi que on ne peut être contre l'enrichissement personnel à partir du moment où cet enrichissement est la contrepartie d'une utilité sociale objectivement constatée. il crée des emplois, ils en créent beaucoup. Est-ce que Il a atteint ses objectifs. oui, mais déjà le titre que lui-même définit. Alors, Ça a été voté par les actionnaires. Bien sûr, c'est bien connu, on sait comment ça se passe. Bref, est-ce que réellement on peut penser qu'un homme, quel qu'il soit, même avec le talent de Maurice Lévy, qui n'en est pas dépourvu, Quel est votre avis est-ce que vraiment on peut estimer que cette année 2012, Maurice Lévy a eu une utilité sociale dont la juste contrepartie serait de percevoir 22 millions d'euros? Eh bien, je ne le crois pas. Bon, alors- J'ajoute que ça crée un sentiment d'inégalité puissant. Et c'est Montesquieu qui disait qu'il faut faire cesser le désordre des inégalités. L'inégalité dans la répartition de la richesse produite, quand elle est à ce point, est un désordre. Et ce désordre, il faut y mettre fin. Voilà, c'est clair et net là encore. Hein. Maurice Lévy ne sert pas l'intérêt général. En pratique, on met quoi En tout cas, dans- il n'a pas une rémunération que son utilité sociale peut justifier. C'est donc un désordre, celui que dénonçait Montesquieu. Et quand on est en responsabilité des affaires d'un pays, les désordres, il faut y mettre fin. En pratique, Dernière question, oui. Hervé. Alors, dernière question pour la fusion de l'impôt sur le revenu, de la CSG. C'était le grand cheval de bataille de Hollande. On l'entend un peu moins sur ce sujet. On dit que ça reste un objectif. Enfin, c'est flou. Et c'est enterré. Est-ce que c'est enterré? Oui. Est-ce que vous allez faire? Il y a 4 étapes pour fusionner ces deux impôts. Harmoniser les assiettes, harmoniser les modes de prélèvement, fixer le taux et indiquer quelle partie de cet impôt est réservée au secteur social. Ces 4 étapes-là doivent avoir un début. Le début, c'est l'harmonisation de l'assiette. C'est ce que nous faisons. Alors, vous allez La faire réforme de l'impôt sur le totalement. revenu. Vous allez faire totalement? Non, ce qui est annoncé, c'est la réforme de l'assiette de l'impôt sur le revenu, afin de rapprocher celle-ci autant que faire se peut de l'assiette de la CSG. Ça ne sera pas encore le cas, mais une bonne partie du chemin aura été faite. Et je vous rappelle que concernant le prélèvement à la source, c'est la Cour des comptes elle-même qui indiquait que cette politique-là, cette mesure-là, présentait beaucoup moins d'intérêt qu'elle n'en aurait présenté il y a de cela quelques années pour une raison simple, c'est qu'à l'impôt sur le revenu, tous les Français sont aujourd'hui mensualisés pour le verser. Et donc C'est ce vrai, prélèvement c'est à la notre cas. source présente peut-être moins d'intérêt qu'à l'époque. Dès lors, on peut s'interroger sur ce que serait la nécessité impérieuse de fusionner ces deux impôts dans les 2, 3 ou 4 ans qui viennent, au regard de l'intérêt que cela comporterait. Il me semble que le principal intérêt, c'est rétablir la justice, et on rétablit la justice avec cette grande réforme de l'impôt sur le revenu, qui ne sera pas une réforme anodine, croyez-le bien, cette réforme qui commence à harmoniser les assiettes entre les deux impôts, cette réforme qui fera contribuer le capital autant que le travail, car il n'est pas normal, Hervé Asquin, qu'aujourd'hui et en moyenne,
le capital contribue 2 fois moins que le travail Voilà. aux ressources de l'État. Bon, mais si on c'est harmonise fini. les assiettes, on les rapproche, elles seront toujours pas identiques, donc c'est pas une fusion, c'est un rapprochement. Aujourd'hui, c'est ça qui a été annoncé par le D'accord, donc candidat ça a François Hollande, évolué, ça a absolument. évolué. Vous parlez de la réforme Mais il n'y a jamais eu fiscale. de flou, car depuis la fin du mois de janvier, c'est toujours ce que François Hollande a dit. Bon, Toujours. d'accord. Alors, quand même, je reviens non pas sur Mélenchon, vous dites la grande réforme fiscale. Il n'y aura pas de tranche d'imposition entre 45% et la nouvelle à 75% dans votre programme, dans votre projet? Non, cette affaire-là est une question de loi de finances. Nous sommes dans un projet présidentiel avec des lignes à définir, avec un projet à définir. Oui. Le projet présidentiel de François Hollande, c'est faire cesser le désordre de telles inégalités dans la répartition de la richesse D'accord, mais on produite. s'étonne quand même, Quant aux parce que- modalités pratiques qui présideront On voit ça après. comment dirais-je, à ce dessein, à cette volonté-là, on verra cela après. Après, naturellement. bon, dans tous les cas, dans votre projet actuel, on passe d'une tranche à 45% à 75%. Hein. Là, on peut s'interroger sur la progressivité de l'impôt, mais on a tout dit sur le sujet, si vous voulez bien. Merci Hervé. Perrine Tarnaud de Public Sénat va nous rejoindre dans quelques minutes, juste après cette enquête de Tam Tranui. Pas une enquête fiscale, hein, mais une enquête sur vous quand même, Jérôme Cahuzac. Jérôme Cahuzac, alias Monsieur Budget de François Hollande, ne plaisante pas avec les chiffres. Il ne pratique pas non plus l'improvisation, même si cela dessert son candidat. Par exemple, lorsque François Hollande annonce par surprise qu'il veut taxer à 75% les Français qui gagnent plus d'1 million d'euros par an, Monsieur Budget botte en touche. Vous m'interrogez sur une déclaration que, pour ma part, je n'ai pas entendue, puisque, contrairement à tous les autres qui sont ici autour de cette table, je n'ai pas besoin de regarder une émission de François Hollande pour savoir pour qui je voterai en l'espèce pour lui. Donc je ne sais trop que vous dire, sauf que il faut que je fasse attention parce que chaque fois que je viens chez vous, on commence l'émission en m'interrogeant sur une déclaration que je n'ai pas vue. Vous ne pouvez pas sous-entendre qu'on tente de vous piéger. Je vous fais réagir à Pas du tout, pas du d'accord. tout. Vous faites votre métier de journaliste et moi j'essaye de vous répondre le plus sérieusement du Bien monde. sûr. Cette double fonction, à la fois président, la commission, fonction un peu institutionnelle, et puis porte-parole de François Hollande sur ces sujets, peut parfois le mettre en difficulté. On l'a vu sur la question des 75%. Ce jour-là, Jérôme Cahuzac a peut-être eu les réflexes de sa fonction officielle, mais ce n'est pas son habitude. Au Palais Bourbon, il s'est plutôt fait remarquer par sa rugosité et ses attaques portées à la majorité. Une personnalité beaucoup moins consensuelle que Didier Migaud, son prédécesseur à ce poste. Jérôme Cahuzac sera plus enclin à contester parfois violemment tel ou tel aspect de la politique de la majorité. Aujourd'hui bien positionné pour devenir ministre du Budget en cas de victoire de la gauche, Jérôme Cahuzac s'est pourtant formé sur le tas en matière de finances publiques. Lui ne vient pas du Sérail Sciences Po l'ENA. Il y a encore 10 ans, cet ancien chirurgien esthétique de formation se serait plutôt imaginé ministre de la Santé. Alors conseiller technique, Jérôme Cahuzac a notamment préparé la fameuse loi Evin sur l'alcool et le tabac. Le dossier s'enlisait, moi j'avais la volonté de faire aboutir ce projet et ça montre bien d'ailleurs le caractère de Jérôme Cahuzac. C'est quelqu'un qui s'engage, c'est quelqu'un qui croit d'abord à des valeurs, hein, ce qui fonde son engagement personnel, et puis quand il est saisi d'un dossier, il le mène jusqu'au bout. À l'époque, la loi Evin privilégiait la bonne santé des Français plutôt que celle des finances publiques. Les priorités ont depuis un peu changé. Cardien, 91, Jean Lombillet, mais ça a été violent. Voilà, Perrine Tarnaud est avec nous. Perrine, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Jérôme Bonsoir, Cahuzac. On vient de revoir cette séquence sur le plateau de France 2 autour des 75% dont vous parliez tout à l'heure. Ça a été un grand moment de solitude pour vous? C'est un moment intéressant sur le plan politique, oui. Intéressant, pourquoi? Qu'est-ce que vous en avez tiré comme leçon alors? Faire preuve de sang-froid, pas s'affoler. On sentait quand même que vous étiez très pris au dépourvu. Non, je n'étais pas pris au dépourvu puisque je connaissais la mesure pour en avoir pris connaissance 5 minutes avant d'entrer sur le plateau. Visiblement, 5 minutes, c'était pas suffisant pour développer des arguments. Vous avez remarqué? Ouais, j'ai Vous remarqué. êtes très carré dans vos réponses, on l'a remarqué depuis le début de cette émission. Mais François Hollande, lui, a été très sec parce que quand il a été interrogé sur votre surprise, il a dit, comme ça, il l'a appris. Quand même, ça... Factuellement, c'est exact. Hein? En tout cas, l'incident ne se reproduira pas? Est-ce que vous en avez parlé avec François Hollande? Ça ne dépend pas que de moi. Mais est-ce que vous en avez parlé avec lui? Oui, bien sûr, c'est expliqué, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Ça a cassé quelque chose? Non, absolument pas. Pour revenir sur Maurice Lévy et ce fameux bonus... Il n'a rigoureusement aucune responsabilité dans le fait que je n'ai pas été informé à temps de cela. Donc il n'y a aucun problème. Vous le dites souvent, la parole du candidat d'abord. Ben voilà. Sur le fond, c'est exactement cela. C'est lui qui doit nouer un lien avec les Français. Donc c'est seul sa parole compte, c'est lui qui a été élu à l'occasion des primaires. Pour ne pas oublier c'est son à lui de entourage, faire un certain nombre de choix, et c'est à d'autres, dont je suis,
de défendre cette parole et ces mesures ensuite. Je m'y efforce. Jérôme Cahuzac, pardon. Pour revenir sur Maurice Lévy et son bonus de 16 millions d'euros dont on parlait à l'instant, l'actionnaire principal de Publicis, c'est la famille de la femme de l'ancien garde des Sceaux, Robert Badinter, la famille d'Elisabeth Badinter. Il y a une responsabilité là, de cet actionnaire principal. Écoutez, vous lui poserez la question à ce moment-là. Mais moi, je ne fais pas partie de cette famille-là. Non, mais ça vous, je sais bien. Je le regrette d'ailleurs, mais c'est ainsi. Mais il y a une responsabilité de l'actionnaire principal. Où voulez-vous en venir? Est-ce que vous êtes choqué que de grandes personnalités de gauche, en l'occurrence, donnent leur aval à ce genre de rémunération que vous jugez ne correspondant pas à l'utilité sociale de celui qui la reçoit? S'il y a contradiction, elle est chez d'autres, elle n'est pas chez moi. Donc ce sont ceux-là qu'il faut interroger. Très bien, on a compris. Allez, autre affaire, l'affaire Bettencourt avec Patrice Demestre, l'ancien gestionnaire de fortune de la famille Bettencourt, qui reste derrière les barreaux. Alors derrière Patrice Demestre, derrière Éric Woerth, il y a forcément Nicolas Sarkozy? C'est ce que la justice semble penser, je dis bien semble, je n'ai pas d'éléments qui me permettent de porter d'appréciation certaine. Je ne crois pas qu'un juge décide à la légère d'incarcérer un individu, en l'espèce M. Demestre. Il semble que le juge soupçonne M. Demestre d'avoir contribué à un financement illégal d'activités politiques et en l'espèce de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Je dis bien il semble car je n'ai aucun élément qui me permet d'avoir d'opinion définitive en la matière. Est-ce que, comme Eva Joly, vous demandez à Nicolas Sarkozy de renoncer à son immunité et de venir s'expliquer devant les juges? Il est très surprenant que Mme Joly, qui est magistrate, demande à Nicolas Sarkozy de renoncer à ce à quoi il n'a même pas le droit de renoncer. Tant qu'il est président de la République, il est couvert par une immunité qui lui fut conférée par une décision du Conseil constitutionnel et même Mme Eva Joly, bien qu'elle soit magistrate, n'a pas la possibilité de délier le président de la République d'une situation décidée par le Conseil constitutionnel. Eva Joly qui stagne à 2% des intentions de vote dans les différents sondages qu'on peut lire en ce moment. Est-ce que ça rend totalement caduque l'accord qui a été conclu entre Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste pour les élections législatives? Ça ne doit pas rendre caduques les thèmes que les écologistes et les Verts portent et qui sont des thèmes, je crois, tout à fait essentiels, même si je constate que cette campagne ne les aborde pas, même si j'observe que ces thèmes-là, les Français y semblent a priori peu sensible. Quant à l'accord qui a été conclu, tout a été dit sur ce sujet-là, l'encre est sèche et j'imagine qu'elle sera respectée. Vous l'imaginez, mais ça ne sera pas le cas, vous le savez, il y aura des candidats dissidents venus du Parti Socialiste oui, dans mais toutes les circonscriptions. Ces dissidents seront ou ont déjà été exclus du Parti Socialiste parce que c'est la règle dans notre parti. Ensuite, comment empêcher un homme ou une femme, d'autant qu'il s'agirait de députés sortants n'ayant pas démérité, comment les empêcher de se présenter s'ils estiment qu'ils ont un bilan à faire valoir et un projet à défendre. Ensuite, aux électeurs de trancher. Tous les exclure du Parti Socialiste? À ceux qui se présentent contre un candidat investi par le Parti Socialiste sont quasi automatiquement exclus de ce parti. C'est une règle qui n'a jamais souffert de dérogation. On vous entend, Jérôme Cahuzac, depuis le début de l'émission. Effectivement, comme le disait tout à l'heure Michel, vous êtes très carré, les réponses sont très formatées. Quand on est ne me donnez pas l'impression de les regretter. Non, pas du tout, c'est pas ce que je voulais dire. Attendez, j'ai pas fini. Quand on est président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, est-ce qu'on est forcément formaté après pour le ministère des Finances, pour Bercy? Non, c'est un choix politique qui ne dépend que du président de la République, en fonction de situation du moment ou de politique à mener. Et c'est cette adéquation entre le moment, les politiques à mener et la confiance qu'il peut avoir ou ne pas avoir envers tel ou tel, c'est cela qui fait que le président décide de confier telle responsabilité à tel autre plutôt qu'à un autre responsable. Vous en auriez envie? La question n'est pas de savoir si on en a envie. Si vous voulez savoir de quoi j'ai envie que François Hollande gagne. Ça oui. D'accord. Ça, il n'y a vraiment pas l'ombre d'un doute. Mais vous, vos propres ambitions post-2012? Il faut s'interdire d'y penser tant qu'on n'a pas gagné, sinon on finit par faire des bêtises. Mais elles doivent s'exprimer pendant une campagne électorale, vous le savez bien, Jérôme Cahuzac. La seule ambition qui s'exprime, c'est celle de François Hollande pour gagner. Car François Hollande et je m'inscris dans cette ambition-là et je fais tout ce que je peux, du mieux que je peux. Alors, ça c'est important, parce que peut-être parfois n'est-ce pas suffisant, mais je fais tout ce que je peux, du mieux que je peux pour aider François Hollande dans cette victoire. Qui lui-même observe les gens qui le soutiennent, qui le défendent, comme vous ce soir, et il y a des gens qui se révèlent durant la campagne, donc c'est un critère important, vous l'avez en tête, forcément. Je n'ai pas le sentiment, mais je ne veux pas non plus apparaître trop présomptueux, mais je n'ai pas le sentiment d'avoir changé par rapport à ce que j'étais il y a 2 mois, 2 ans ou en début de mandature. J'ai toujours tenté d'avoir un langage de vérité, étayé par des éléments objectifs ou vérifiables. J'ai toujours défendu des valeurs, celles qui sont les miennes et qui m'ont fait adhérer au Parti Socialiste. J'ai choisi
de soutenir la candidature de François Hollande lors de l'élection primaire qu'il a opposée à d'autres candidats, dont Martine Aubry, j'ai toujours assumé mes choix et je continue. Et si j'ai une envie, c'est celle de voir François Hollande gagner pour que le changement intervienne. Oui. Donc la fidélité. Bernard Tapie, ancien ministre de gauche, vote pour Nicolas Sarkozy en 2012. Votre réaction ? Entre son ministère à gauche et l'annonce qui vote Nicolas Sarkozy, s'est passé un petit événement qui a vu Bernard Tapie se faire attribuer par l'État un certain nombre de millions d'euros, dont il lui reste, à ma connaissance, entre 220 et 230 pour couler des jours heureux. Je dirais que Bernard Tapie a la reconnaissance du ventre, c'est bien. En revanche, Ziad Takedine votera lui pour François Hollande. On rappelle que c'est un intermédiaire libanais qui est mis en examen dans le dossier Karachi. Comment dirais-je, s'il vote pour François Hollande, c'est son droit, et dans le secret de l'isoloir, chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, vous m'interrogez en réalité sur les motivations de M. Takedine. Alors, vote-t-il pour François Hollande parce qu'il est convaincu par son programme, ou ne vote-t-il pas pour M. Sarkozy car il a le sentiment d'être laissé tomber par ceux qu'il a aidés? Poser la question, c'est peut-être y répondre. Une dernière question sur une des propositions hier soir de François Hollande. Il propose que les 4 à 6% des meilleurs élèves de terminale aient un droit d'accès dans une classe préparatoire. Est-ce que la diversité passe forcément par l'instauration de quotas? C'est ce qui s'est passé à Sciences Po, à l'initiative de son directeur, M. Descoings, et ça a été un succès. Et donc, quand une politique originale, en laquelle bien peu croyaient d'ailleurs au départ, quand cette politique originale s'avère une politique couronnée de succès, je crois qu'il y a tout intérêt pour tout le monde à la généraliser. Et c'est dans cette généralisation que François Hollande s'inscrit, et je pense, a raison. Donc une généralisation des quotas qui pourrait s'appliquer à plusieurs étapes. On peut appeler ça une politique des quotas, on peut aussi appeler ça une politique de la deuxième chance qui consiste à permettre à des élèves qui n'ont peut-être pas le brio que l'on est en droit d'attendre d'élèves rentrant dans les classes préparatoires, de néanmoins bénéficier de cette formation-là, parce qu'on leur donne une deuxième chance. En France, nous ne sommes pas un pays où nous avons l'habitude, la pratique de la deuxième chance. Je pense que c'est un gâchis extraordinaire. Il faut savoir donner une deuxième chance aux gens. Ouais, mais enfin, l'idée n'est pas vraiment nouvelle non plus, puisqu'elle est déjà mise en œuvre par le gouvernement actuel. Oui, oui, c'est pas... Vous savez, les idées formidablement originales... Peut-être faut-il d'ailleurs s'en méfier. Mais dès lors que cette politique a réussi, vouloir la généraliser, sans être une idée originale, est une bonne idée. Très bien. Merci Perrine, merci beaucoup Jérôme Cahuzac d'avoir été avec nous aujourd'hui. La semaine prochaine, les invités de Preuve par 3 seront Jean-Pierre Raffarin et Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière. Mais je précise pas dans la même émission, évidemment. Voilà, il y a un double rendez-vous. Merci à vous, à la semaine prochaine donc.